Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par l'Argus de l'assurance. Excusez-nous pour les quelques minutes, des petits soucis de connexion, mais voilà, normalement tout va correctement fonctionner. Donc nous sommes accompagnés ce matin de maître Pascal Herbst, qui est avocate en droit de la protection sociale et retraite et qui conseille des entreprises et des dirigeants sur tous les sujets de prévoyance et de retraite. Et c'est elle qui va donc nous guider ce matin sur le décryptage de ce PLFSS 2021, qui dans cette année est très riche. Donc voilà, je pense que son intervention sera tout à fait importante en termes d'information. Et donc, Maître Ernst, je vous laisse la parole et je vous souhaite très bon webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de l'intervention et je les relayerai à la fin du webinaire et nous tenterons d'y répondre à ce moment-là. Merci, à tout à l'heure. Alors, merci Laurence. Donc, bonjour à tous. Nous allons donc regarder quel est l'impact du PLFSS 2021 sur les assureurs complémentaires santé et prévoyance. Alors, Laurence, c'est vous qui faites le défilement du slide, hein? Absolument. D'accord. Donc, on va passer au sommaire. Donc, ce que nous allons regarder très rapidement, c'est la réglementation Covid-19, parce qu'évidemment, ça a été la grande actualité de l'année pour nous tous. Je crois qu'on a vraiment eu beaucoup de travail autour de ce sujet-là. Également, nous regarderons la contribution exceptionnelle pour les assureurs complémentaires santé, puisque là, le texte est voté maintenant. Il y a également diverses dispositions qui seront intéressantes. Et puis, nous aborderons pour terminer la 5e branche de sécurité sociale. Vous savez que c'est une évolution en plusieurs étapes. Et donc, la loi de financement de Sécu pour 2021 marque une nouvelle étape dans la création de cette branche. Slide. Donc, si on repart rapidement sur la réglementation Covid-19, sur les arrêts de travail, je ne vais pas vous refaire toute l'historique, il faudrait quasiment une matinée entière pour reprendre tous les éléments. Je voulais simplement vous rappeler que au cours de cette période de pandémie, les conditions d'attribution des IJSS, donc des indemnités de sécurité sociale et des indemnités complémentaires, ont été plusieurs fois modifiées afin d'élargir l'éligibilité non seulement aux assurés malades, mais également aux assurés qui faisaient l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile. Et les dérogations ont porté sur la suspension des durées d'activité ou de cotisation minimum pour être éligible aux IJSS et la suppression du délai de carence. Par ailleurs, le législateur s'est aussi emparé de la question du maintien légal de salaire qui est à la charge de l'employeur en application de l'article L1226.1 du Code du travail, pour là aussi supprimer la condition d'ancienneté d'1 an et le délai de carence, figer l'indemnisation à 90% du salaire brut pour les arrêts Covid-19 et puis neutraliser ces durées d'indemnisation. Slide. Aujourd'hui, alors on s'est retrouvé dans une situation à début novembre où les dérogations qui avaient été adoptées avaient expiré. Il y a une prolongation faite très rapidement par un décret du 14 novembre 2020 puisqu'on a eu une nouvelle déclaration de l'état d'urgence. Donc, on a pris par mesure rapide un décret du 14 novembre 2020 pour les cas contacts, les personnes vulnérables et les parents d'enfants de moins de 16 ans ou handicapés qui faisaient l'objet d'une mesure d'isolement. Et dès le 3 novembre d'ailleurs, le ministère du Travail avait diffusé une fiche pratique pour dire que faute de pouvoir travailler, le cas contact est placé en arrêt de travail et indemnisé par l'assurance maladie sans jour de carence. Et s'il était isolé avant cette date, un arrêt de travail qui pouvait être rétroactif sur les 4 jours précédents. Mais on est resté un petit peu en suspens sur le maintien de salaire légal et conventionnel. Donc aujourd'hui, la situation... pardon, slide, Laurence, s'il vous plaît. On est en situation, donc on a ce décret qui nous amène jusqu'à la fin de l'année et ce que fait la loi de financement de sécurité sociale pour 2021, c'est qu'elle reconduit une disposition dérogatoire pour gérer la pandémie de Covid-19 et le texte de loi prévoit donc qu'en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, le gouvernement sera autorisé à prendre en urgence par décret des conditions dérogatoires au droit commun pour la prise en charge des frais de santé, le versement des prestations en espèces IJSS, le maintien de salaire légal à la charge de l'employeur, et tout ça pour des actes et des prestations qui sont en lien direct avec la pandémie ou qui sont nécessaires pour limiter sa progression.
Donc, ces dérogations pourront être adoptées par le gouvernement par décret, et le décret pourra prévoir une durée maximum d'application d'1 an, et donc au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021. Il pourra aussi prévoir un effet rétroactif d'1 mois avant la date de sa publication. Donc, il faut s'attendre début janvier à avoir un nouveau texte sur ces sujets pour nous accompagner dans le courant de l'année 2021. En termes de mise en œuvre pour les IJSS, eh bien, cela concernera les assurés qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction, de maintien à domicile et qui sont dans l'incapacité de continuer à travailler, ainsi que les personnes contacts et vulnérables ou gardant leur enfant sans pouvoir télétravailler. Alors, slide suivante. Sur les arrêts de travail, en termes de maintien de salaire légal, le décret autorise, enfin la loi autorise également le gouvernement à déroger aux conditions du maintien de salaire légal à la charge de l'employeur, notamment en dérogeant aux conditions suivantes: l'ancienneté d'1 an pour mesure d'absence, l'envoi à l'employeur d'un certificat médical dans les 48 heures et la question de la territorialité des soins, l'exclusion de certaines catégories de salariés. Donc, de nouveau, on pourrait prévoir ces dispositions pour les salariés à domicile, saisonniers, intermittents ou salariés temporaires qui sont normalement exclus, et ainsi que les modalités de l'indemnité complémentaire, donc, qui est fixée par la loi, mais qui pourra être adaptée par décret sur cette période de l'année 2021. Alors, passons maintenant à notre deuxième sujet qui concerne la contribution exceptionnelle des assureurs. Vous savez que là, le texte a fait l'objet de beaucoup de débats. Il y a eu des allers-retours entre l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est toujours le cas d'ailleurs dans le processus d'adoption de ce texte, qui est très important, évidemment, en fin d'année pour nous tous. Et le constat qui a été fait, c'est que le déficit de la sécurité sociale se creuse en raison de la crise sanitaire. Et parallèlement, pendant le confinement, les chiffres montrent que les Français ont reporté leurs dépenses de soins pour tout ce qui ne touchait pas au Covid-19. Et donc, il y a eu un effet sur les contrats complémentaires santé, c'est-à-dire qu'en fait, les contrats se sont retrouvés en gain par rapport à cette période du premier confinement, car il y avait moins de dépenses dans les régimes de base et donc moins de sollicitations des complémentaires. La conséquence, c'est que le gouvernement est venu dire aux assureurs, bah, écoutez, ça serait quand même normal que vous participiez à l'effort national, et ça se traduit par ce que j'appellerais la taxe Covid-19, c'est-à-dire une contribution exceptionnelle qui est mise à la charge des assureurs santé au profit de la CNAM, selon des modalités qui sont identiques à la taxe de solidarité applicable au contrat frais de santé complémentaires, et avec un taux qui est fixé à 2,6% des primes pour 2020 et 1,3% des primes pour 2021. Alors, petite précision, lors de la comment ça s'appelle, pardon, je vais couper mon téléphone, ça sera plus simple. Lors du débat au Sénat, il y a eu une tentative d'adapter le dispositif en fonction des familles d'assureurs avec des taux qui étaient différents. Cette tentative n'a pas abouti, c'est-à-dire que ça avait été voté par le Sénat, mais ça a été retoqué par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Donc, on est revenu sur le texte d'origine qui est celui qui est inscrit sur ma slide. Également d'autres mesures sur les frais de santé avec une prise en charge des téléconsultations médicales. Elles vont donner lieu à un remboursement intégral jusqu'en janvier 2022. L'objectif, c'est de permettre aux professionnels de santé de s'équiper des outils nécessaires à la facturation et au paiement à distance. Les téléconsultations font partie de ces outils qui existaient déjà avec la pandémie, mais qui évidemment ont pris une ampleur considérable parce que ça a apporté une réponse à des situations dans lesquelles les gens n'étaient plus en mesure de se déplacer. Donc, on a vu une multiplication des téléconsultations. Moi, j'en ai même dans des dossiers de burn-out, de harcèlement moral au travail. On a même des médecines du travail aujourd'hui qui peuvent faire des téléconsultations pour des visites de pré-reprise. Donc, un dispositif qui s'est quand même multiplié. Et l'idée, c'est d'embarquer tous les professionnels de santé dans cet outil, d'où cette mesure. Également des choses sur la tarification hospitalière et sur le tiers payant. Celui-ci devrait être étendu aux dépenses du panier 100% santé pour tous les contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2022. Donc là, on a encore un peu de temps. Il faudra se mettre en conformité dans le courant de l'année 2021. Alors, sur les arrêts de travail, on a d'autres mesures qui ne concernent pas directement les suites de la pandémie Covid-19. C'est tout ce qui concerne l'indemnisation des professions libérales en arrêt de travail. Cette mesure concerne les libéraux qui sont affiliés à la CNAV-PL.
Le texte prévoit une indemnisation des 90 premiers jours d'arrêt maladie par le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale. C'est une nouveauté puisque ces professionnels jusqu'à présent étaient soumis à une franchise de 90 jours pour cette indemnisation du régime de base. Évidemment, cette mesure aura des impacts sur les contrats Madelin qui étaient configurés en arrêt de travail pour compenser en toute partie cette franchise. Ce nouveau dispositif sera financé par une cotisation supplémentaire sur le revenu dans la limite de certains plafonds et le service de cette prestation est confié à la CNAM. Donc là, c'est une avancée importante pour les professions libérales, d'autant plus que pour certains d'entre eux, c'était quand même une vraie difficulté, cette absence, cette franchise, parce que tout le monde ne s'assure pas pour couvrir la franchise. Également, quelque chose qui nous intéresse, nous, c'est la suppression du délai de carence en cas de temps partiel thérapeutique. Vous savez que le délai de carence de 7 jours sur le temps, lorsqu'on passe en temps partiel thérapeutique avait été supprimé pour les salariés du régime général et du régime agricole par la loi de financement de sécurité sociale pour 2020. La loi de financement pour 2021, je dirais, poursuit cet effort et étend cette mesure aux non-salariés agricoles et ça sera applicable à compter du 1er janvier 2021. On voit là par petites touches un régime du temps partiel thérapeutique qui a évolué, puisque je vous rappelle que également depuis, je crois, la loi de financement pour 2019, le temps partiel thérapeutique peut être maintenant, on peut passer en temps partiel thérapeutique, donc sans ce délai de carence à partir d'un arrêt de travail temps plein, mais on peut être aussi directement placé en temps partiel thérapeutique, ce qui donne beaucoup plus de souplesse dans la gestion de la maladie. Alors, une autre mesure qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est le congé de naissance du père et le congé de paternité. Nous avons des modifications qui seront applicables à compter du 1er juillet 2021. Le congé de naissance de 3 jours devient obligatoire. Le congé de paternité est porté de 11 jours à 25 jours, dont une partie est rendue obligatoire sur les 4 premiers jours, c'est-à-dire qu'il y a une obligation de cessation d'activité. Ces congés vont donner droit aux IJSS sous condition de cette fameuse cessation d'activité. Et le délai de prévenance du père sera entre 15 jours et 2 mois avec diverses modalités qui seront fixées par décret. Donc là, on voit, je dirais, une mesure qui est vraiment dans la tendance d'améliorer l'égalité professionnelle entre hommes et femmes, puisque dans toutes les études qui sont faites, on voit bien qu'un des premiers obstacles à cette égalité, c'est effectivement l'absence des mères au moment des naissances. Également, le texte prévoit un versement anticipé de la prime de naissance. Donc là, l'idée, c'est de ne plus attendre la naissance de l'enfant, mais d'anticiper le versement à partir du 7e mois de maternité, je crois, pour donner des ressources au moment où les jeunes parents engagent les dépenses pour accueillir l'enfant. Alors, autre mesure également, c'est la sécurisation du mode de calcul du plafond de la sécurité sociale. Le PASS, pour nous tous qui travaillons dans la prévoyance, c'est un indicateur important puisque, en fait, certaines assiettes de prélèvement et de prestations sont directement dépendantes du niveau du PASS. En principe, le PASS évolue chaque année en suivant l'indice du salaire moyen par tête, mais cette année, cet indice du SMPT est à la baisse de moins 4,1%. C'est dû au fait qu'une partie de la population, enfin une importante partie de la population a été placée en activité partielle avec donc une baisse des revenus. Ça impacte très fortement sur le calcul de ce SMPT. Et donc, en fait, afin d'éviter que cette baisse de ce salaire moyen n'impacte le PASS et par voie de conséquence le montant de certaines prestations, la LFSS pour 2021 sécurise son mode de calcul et prévoit qu'il ne peut pas être inférieur d'une année sur l'autre. Donc, pas de baisse du PASS pour 2021, malgré la modification de l'indicateur. Alors, quand on regarde tout ça, on peut se poser la question de l'impact pour les organismes assureurs santé et prévoyance. C'est évidemment un sujet qui nous préoccupe tous. On a plusieurs impacts. On a d'abord un impact direct de la crise sanitaire, puisque avec la chute des marchés actions, on voit bien qu'il y a des répercussions sur les ratios de solvabilité pour les organismes assureurs. Il y a également un décalage des encaissements des primes et à terme peut-être une baisse des primes du fait des défaillances d'entreprises et de la baisse des effectifs salariés. On constate aussi une augmentation de 33% des arrêts de travail en 2020, donc tout ça forcément a beaucoup de répercussions. La réglementation spéciale Covid-19 entre en ligne de compte également, puisque on a la prise en charge, toute la question de la prise en charge de l'indemnisation complémentaire par les contrats de prévoyance des arrêts de travail dérogatoires, puisqu'on a multiplié les cas d'arrêt de travail pris en charge par la sécurité sociale, et puis également toute la question de la prise en charge du maintien des garanties en santé et prévoyance
pour les salariés en activité partielle, vous savez qu'il y a eu des dispositions qui ont été adoptées en la matière et qui ne sont pas neutres pour les assureurs. Et puis, alors là, ce n'est pas directement la loi de financement de sécurité sociale, mais je suis quand même, je souhaite vous en parler 2 minutes, c'est l'impact de la jurisprudence de la Cour de cassation, parce que dans cette année qui était quand même particulièrement difficile pour notre activité, eh bien, en plus de ça, on a eu 2 arrêts de la Cour de cassation qui sont très impactants pour les régimes complémentaires. Il y en a un qui concerne le maintien des garanties aux anciens salariés d'une entreprise en liquidation au titre de la portabilité, et le deuxième qui concerne la prise en charge des revalorisations futures en cas de résiliation du contrat prévoyance. Donc, je ne m'étendrai pas du tout là-dessus davantage, mais c'est important que vous les ayez en tête parce que nécessairement, ça impact sur les contrats complémentaires pour l'année 2021. Et donc, il faut avoir en tête tous ces éléments quand on discute de l'assurance de personnes en 2021. Merci, Laurence. Alors évidemment, les conséquences, c'est un marché tendu avec des comptes qui se dégradent. On a la taxe Covid-19 aussi. Évidemment, toute la question que le marché se posait, c'était comment on va répercuter cette taxe. D'après ce que j'ai pu voir, les assureurs n'ont pas souhaité inclure cette taxe dans les tarifs pour 2021. D'abord parce qu'elle n'était pas encore votée. La loi vient juste d'être adoptée, ça j'ai oublié de vous le dire, mais ce n'est plus un projet de loi, c'est une loi. Elle a été adoptée de manière définitive le 30 novembre. Donc effectivement, par rapport aux négociations de tarifs qui se déroulent fin octobre, enfin dans le courant du mois d'octobre, de toute façon, on était trop tard pour les tarifs 2021. Une autre méthode consisterait à impacter cette taxe dans les comptes de résultats en la prenant en compte au titre des prestations. Je sais que certains assureurs envisagent de le faire. Alors, il y a malgré tout de nouvelles opportunités qui sont intéressantes. Le congé de paternité, le congé de proche aidant, ça je ne vous en ai pas parlé parce que c'est les conséquences de la loi de financement de Sécu pour 2020 avec un décret qui est paru au 1er octobre et qui instaure la rémunération par la caisse d'allocation familiale des proches aidants rémunérés. Donc tout ça, c'est autant de sujets qui peuvent donner lieu à prestations complémentaires dans les contrats de prévoyance. Et puis évidemment, le grand sujet de la dépendance qu'on va aborder maintenant. Alors, c'est la slide d'après. Donc, la création de la 5e branche de sécurité sociale pour le risque dépendance, c'est évidemment une très grande nouveauté dans nos régimes. Alors, vous savez que cette création s'est faite en plusieurs étapes. Elle poursuit des objectifs qui sont d'une part l'universalité, la qualité renforcée pour les personnes prises en charge et puis ce que j'appellerais un renforcement des politiques transversales du handicap et du grand âge. On a eu une première étape qui a été franchie avec les lois du 7 août 2020 qui sont relatives à la dette sociale et à l'autonomie, création d'une branche nouvelle au sein du régime général de sécurité sociale, donc la fameuse 5e branche dédiée à la prise en charge du risque de dépendance. Et pour ça, on a eu une loi ordinaire et une loi organique puisqu'il fallait modifier les textes afférents à la loi de financement de sécurité sociale annuelle. Effectivement, le souhait du législateur, et c'est vraiment le fil rouge de cette réforme, c'est d'avoir d'abord en premier socle sur le traitement de la dépendance, une consolidation de l'ensemble des prestations déjà existantes et qui sont très fragmentées sur le plan juridique. Donc le premier travail, il est là, c'est rassembler toutes les informations, les consolider dans une même branche, que ce soit en termes de cotisation ou de prestations, et consolider une information annuelle dans la loi de financement de sécurité sociale pour que le Parlement se prononce chaque année sur ce risque, ses dépenses, ses recettes et que veut-on faire. Donc en fait, il faut se mettre en tête que les lois du 7 août 2020, elles ont créé l'outil législatif, elles ont créé le cadre juridique de cette 5e branche. Il était prévu dans ce texte la présentation d'un rapport au gouvernement sur les modalités de mise en œuvre et de financement de la 5e branche. C'est le rapport Vachet du 14 septembre 2020, donc vous voyez quand même un calendrier extrêmement soutenu et qui fait des propositions en matière de périmètre, de gouvernance et de financement de cette législation. La loi de financement de sécurité sociale pour 2021 a repris ces propositions en partie, et notamment sur le périmètre, et ça c'est quelque chose qui est assez largement salué par les experts de la dépendance, c'est que le gouvernement a choisi un périmètre large puisqu'il couvre toutes les personnes qui se trouvent en situation de dépendance, que ce soit du fait de l'âge ou du handicap. Donc une vision large de l'autonomie. En termes de gouvernance, la gestion de la branche est confiée à la Caisse nationale de solidarité autonomie, qui existait déjà et qui assure le financement d'une partie de l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA,
ainsi que le financement et la gestion des établissements médico-sociaux et des EHPAD. La CNSA se voit consacrer le statut d'une véritable caisse de sécurité sociale, donc ça emporte un certain nombre de conséquences sur sa gouvernance et les textes qui la régissent, et elle se voit confier la gestion de l'allocation éducation des enfants handicapés. Donc vous voyez là, on est dans ce processus où on rassemble peu à peu l'ensemble des dispositifs vers une caisse unique qui est la CNSA. Ces recettes, elles existent déjà puisqu'elles financent déjà un certain nombre de prestations. Et ce qui a été décidé, c'est une hausse de la fraction de la CSG qui lui est affectée, qui passe à 1,93%. Et au-delà, la CNSA doit formuler des avis et des recommandations sur les pistes de financement de la politique de soutien à l'autonomie, parce qu'évidemment, le grand sujet, ça va être quel financement. Ce qui a été voté pour 2021, c'est dans la loi de financement de sécurité sociale, un budget de 2,5 milliards d'euros pour le soutien à l'autonomie, dont 1,4 milliard d'euros au titre des revalorisations de salaire dans les EHPAD. Donc, à ce stade, nous n'avons pas de nouvelles prestations qui auraient été adoptées dans le cadre de la loi de financement de sécurité sociale. Il n'y a pas de nouvelles prestations de dépendance auxquelles seraient éligibles l'ensemble des personnes qui répondent à certains critères. On n'en est pas encore là. En revanche, c'est tout l'objectif de la loi sur le grand âge et l'autonomie à venir, qui devrait marquer donc la dernière étape de l'effort du gouvernement et du Parlement pour mettre en route cette 5e branche de sécurité sociale. Cette loi sur le grand âge et l'autonomie devra fixer les contours de l'ambition nationale pour la politique du grand âge, rechercher de nouvelles sources de financement sur la base du rapport Vacher et articuler des politiques publiques qui sont aujourd'hui disjointes, notamment sur tout ce qui concerne le logement, sur les aidants et sur la préparation du grand âge par les seniors eux-mêmes. Je dis peut-être juste un mot sur les aidants. Très clairement, dans un certain nombre d'études qui sont menées sur la question de la dépendance, les aidants sont pris en compte et donc on peut considérer que la création du congé de proche aidant en 2016, qui n'a pas eu beaucoup de succès parce que comme il n'était pas rémunéré, très peu de gens l'ont pris, et maintenant la mise en place d'une allocation spécifique financée par la CAF à partir du 1er octobre 2020 crée le socle nécessaire pour que ce congé de proche aidant soit davantage utilisé, et il y a là évidemment la possibilité d'une prestation complémentaire qui pourrait être servie par les régimes de prévoyance. Voilà, donc Laurence, alors simplement aujourd'hui, on sait qu'en termes de propositions d'assurance, enfin les complémentaires se sont déjà positionnés sur la dépendance. On a aujourd'hui 7,5 millions de détenteurs de contrats d'assurance dépendance. L'offre est très fragmentée sur le marché. Elle est répartie entre des contrats dépendance spécifiques, des ajouts aux contrats de prévoyance existants parce que dès 2009, la direction de la sécurité sociale, dans cette circulaire d'application sur les exonérations de charges sociales, avait indiqué qu'une prestation dépendance pouvait être éligible aux exonérations à l'intérieur d'un contrat de prévoyance. Et puis, je vous rappelle qu'on a la possibilité aussi d'avoir une prestation, une garantie dépendance dans les nouveaux plans d'épargne retraite issus de la loi Pacte. Ça fait partie de ces garanties complémentaires qui peuvent être configurées dans les contrats retraite. Par rapport à ça, il y a une prise de position commune de la FNMF et de la FFA qui préconise une assurance dépendance obligatoire à partir de 40 ans, qui fonctionnerait, de ce que j'ai compris, mais vous en savez sûrement plus que moi, en répartition provisionnée. Je ne suis pas tout à fait sûre de savoir ce que c'est exactement. Mais surtout, la proposition, là où elle est intéressante, c'est qu'elle propose d'inclure cette garantie dans les contrats complémentaires santé. C'est évidemment intelligent parce que du coup, ça permettrait de se greffer sur des contrats existants et donc d'être tout de suite opérationnel sur ces garanties avec un financement patronal qui serait exonéré de charges sociales. Et l'idée, évidemment, serait de combiner cette assurance dépendance avec une politique active de prévention et d'organisation de l'accompagnement et de la prise en charge. Voilà, alors, pour l'instant, il n'y a pas de suite sur ces propositions. Je crois avoir compris que le rapport Vacher, en tout cas le rapporteur, n'était pas forcément très favorable à cette disposition, probablement pour ne pas alourdir le coût des complémentaires santé actuellement. Mais bon, ça reste une proposition qui est intéressante et qui, je pense, aura des suites parce qu'elle alimente le débat tout simplement.
Voilà, donc je crois qu'on est à peu près terminé avec notre présentation. Je voudrais juste vous dire un mot des autres approches possibles. Évidemment, on pourrait avoir une approche qui est non obligatoire, c'est-à-dire que ces garanties complémentaires seraient à souscrire. Alors, il y a des propositions qui disent que ça serait plutôt aux retraités de s'organiser, c'est-à-dire quand ils arrivent à la retraite, ils sont encore à 62, 63, 64 ans, ils sont encore relativement jeunes et en bonne santé. Et pourquoi pas, je dirais, à ce moment-là, faire un vrai travail avec un bilan médical et patrimonial pour qu'ils puissent prendre eux-mêmes les décisions concernant leur grand âge et gérer, anticiper le risque de dépendance. Voilà. Alors, ce qui alimente ces discussions, c'est que dans le dernier rapport du COR, le Conseil d'orientation sur les retraites, on voit qu'un des impacts de la crise du Covid-19, c'est un décrochage net du rapport du revenu moyen entre les retraités et les actifs. Ce rapport était de 104% dans la crise, il est passé à 110% après le passage de la pandémie, puisque, comme on l'a vu, il y a un décrochage du revenu moyen des salariés. Donc, l'écart se creuse entre les revenus moyens et on voit les retraités, quelque part, être avantagés. Donc, évidemment, quelque part, on se dit que enclencher des réflexions où on dirait que c'est aux retraités de financer leur dépendance, ça peut s'entendre dans ce contexte-là. Je pense qu'à la clé de tout ça, évidemment, il y a des décisions politiques qui seront à prendre et qui sont évidemment devant nous. La première chose à faire, évidemment, ça serait de créer une prestation spécifique dépendance au niveau de régime de sécurité sociale. On verra si la loi sur le grand âge et l'autonomie s'aventure dans cette direction. Voilà, et puis évidemment, bien entendu, renforcer les garanties pour les aidants. Ça peut être des garanties de revenus complémentaires, ça peut être des garanties d'assistance. Je dirais que là-dessus, la créativité est de mise. Voilà l'essentiel de ce que je voulais vous dire. On a commencé avec un petit peu de retard et je m'en excuse. Donc, je crois qu'on va maintenant ouvrir un moment de questions-réponses. Et donc, Laurence, je vous repasse la parole à ce sujet. Voilà, Maître Ernst. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette présentation très complète. Quelqu'un nous demande si vous pourriez nous dire quelques mots sur la mesure de la loi de finances relative à la tarification hospitalière. C'est vrai qu'on l'a abordé très rapidement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, de ce que j'ai compris, ils envisagent une réforme du forfait hospitalier, mais c'est très rapide dans la loi, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais si vous voulez, je peux vous faire un petit complément par écrit après la fin de notre présentation. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Voilà, les participants sont visiblement très intéressés. Ils me demandent tous s'ils pourront recevoir le support de votre intervention par mail derrière pour pouvoir le consulter. Donc, bien évidemment, oui, tout à fait, vous le recevrez. Et puis, bah, écoutez, n'hésitez pas à l'issue de ce webinaire à poser d'autres questions si elles ne vous sont pas venues en direct, mais qu'elles vous viennent à la suite de la relecture de ce support. Encore un grand merci, Maître Ernst, pour cette synthèse tout à fait intéressante du PLFSS 2021. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un nouveau webinaire. Et pour cette présentation, Pascal Ernst. À bientôt. Au revoir à tous et merci de votre attention.